On vous emmène au cœur d'une grande et d'une vaste opération de déstabilisation du 47e président élu des États-Unis, mais qui, dans 12 jours, occupera de nouveau le fauteuil de la Maison-Blanche. Si vous étiez avec nous, il vous manquait le son il y a quelques instants de ce début d'interview assez lunaire, où hier, Donald Trump n'exclut pas d'utiliser la force pour conquérir ce monde qu'il a envie d'avoir à sa main. Concernant le Groenland et le canal de Panama et ainsi de suite, pouvez-vous assurer au monde qu'en essayant de prendre le contrôle de ces zones, vous n'allez pas utiliser la coercition militaire ou économique? Et pouvez-vous nous parler un peu de votre plan? Quelle est la stratégie? Je ne peux pas vous assurer. Vous parlez du Panama et du Groenland? Non, je ne peux vous assurer ni l'un ni l'autre. Mais je peux vous dire ceci, nous en avons besoin pour notre sécurité économique. Le canal de Panama a été construit pour notre armée. Je ne vais pas m'engager sur ce point maintenant. Le canal de Panama est vital pour notre pays. Il est exploité par la Chine. Nous avons donné le canal de Panama au Panama. Nous ne l'avons pas donné à la Chine. Et ils en ont abusé. Ils ont abusé de ce cadeau. D'ailleurs, il n'aurait jamais dû être construit. Trump, l'homme de communication, Trump, l'homme des émissaires, surtout quand ça reste dans la famille. Séquence absolument incroyable que l'on a reçue hier. Donald Trump envoie au Groenland. Il s'agit bien évidemment de ce territoire qu'il désire plus que tout annexer. Il envoie son fils. Alors comment ça se passe devant les caméras de télévision? Regardez, c'est comme ça chez les Trump. Mon fils est un vrai chasseur. Je tiens à dire que le Groenland est un endroit très spécial. Il a besoin de sécurité pour lui-même, mais il a aussi besoin de sécurité pour le monde entier. Vous voyez les gens sur les bateaux qui naviguent? Ce ne sont pas les bons bateaux. Et ce ne sont pas ces bateaux-là dont vous voulez connaître l'existence. Nous avons donc besoin de sécurité, notre pays en a besoin, et le monde entier en a besoin. Et Magali, on n'oublie pas non plus d'apporter dans ses valises les casquettes qui vont bien. Ah oui, parce que là c'est presque un mini-meeting pro-Trump au Groenland. Que ce soit le fils Trump, je trouve que c'est assez intéressant que ce soit lui qui était envoyé pour finalement donner un peu de matière à ses revendications. Alors soi-disant il arrive ici en simple touriste au moment où son père fait ses déclarations tonitruantes. Mais il faut bien voir que Trump Jr. c'est quand même l'idéologue en chef aussi dans la sphère, dans la galaxie trumpiste. C'est vraiment celui qui garde sous son aile la base trumpiste, qui avec son compte X multiplie aussi les contre-vérités, n'a cessé de relayer la thèse de l'élection truquée, notamment de 2020. On voit bien que c'est un jusque-boutiste. Donc c'est intéressant que ce soit lui qui soit envoyé par Trump, parce qu'il sait très bien, son père, que Trump Jr. va, comme on le diffuse là aujourd'hui, multiplier les vidéos de son escale, de son petit voyage au Groenland, pour donner de la chair, en effet, à ses revendications. Et évidemment, ce qu'il cherche à nous montrer, c'est à quel point les habitants, 56 ou 57 000 habitants du Groenland, seraient absolument ravis de se sentir protégés par les Américains, parce que, soi-disant, d'après le discours trumpiste, eh bien, il y a des visées des Chinois, des Russes sur ces nouvelles routes, notamment maritimes, qui s'ouvrent avec le réchauffement climatique et qui font que le Groenland, oui, est un centre d'intérêt, un pôle d'intérêt pour toutes les grandes puissances de la région. Imaginez en effet la rapidité avec laquelle on pourrait faire du commerce si on passait par le Groenland sans avoir à faire le tour de la planète. Donc oui, en effet, tout le monde voit bien l'intérêt, des terres rares aussi qui sont dans le sol du Groenland, et évidemment la famille Trump plus que les autres. Alors ce qui est assez extraordinaire d'ailleurs justement chez les Trump, c'est qu'on n'oublie pas aussi cette notion de protection. C'est pour ça que certains parlent du retour de l'impérialisme américain, parce que c'est sous le couvert de vous protéger de futurs ennemis. Alors la parole quand même aux Trump, c'est bien. On va donner la parole aux Danois, parce que
ça leur appartient quand même, ce territoire. La première ministre, hier, s'est exprimée. Vous allez voir, c'est court, mais c'est bien senti. Je tiens à préciser que du point de vue du gouvernement danois, le Groenland appartient au peuple groenlandais. Il s'agit d'un peuple très fier, d'une langue et d'une culture, d'un peuple qui lui est propre. Et comme le président du gouvernement du Groenland l'a déjà déclaré, le Groenland n'est pas à vendre. C'est clair, le Groenland n'est pas à vendre, mais c'est pas la première fois qu'un haut représentant américain veut mettre la main sur le Groenland. Ah ben on peut même remonter jusqu'en 1867, je crois, au moment où les États-Unis ont racheté l'Alaska à la Russie. Ils avaient fait aussi une offre sur le Groenland, et le président Truman, en 1946 aussi, avait proposé $100 millions, je crois. Donc finalement, en fait, ils en rêvent depuis longtemps, parce que, comme vous disiez, il y a des terres rares, il y a aussi c'est une position stratégique pour les routes maritimes. Alors cela dit, quand il avance que, par exemple, ils vont protéger le Groenland, mais c'est déjà le cas, puisque le Groenland fait partie de l'OTAN. Donc il y a déjà de facto une protection militaire puissante des États-Unis, qui ont d'ailleurs une base aérienne sur place. Je ne vois pas la Russie essayer d'envahir le Groenland. Ils vont pas se risquer à ce jeu. Donc tout ça n'a pas de sens, et le Danemark a tout à fait raison de rappeler que alors il a sa souveraineté déléguée, c'est un territoire autonome, mais sur le plan défense et diplomatie, ça fait partie du Danemark. Et je crois que subtilement, d'ailleurs, ils ont changé l'armoirie du Danemark hier pour ajouter une petite allusion au Groenland. Donc oui, il réaffirme, ce n'est pas à vendre, ça restera chez nous. Et au passage, ça nous implique. Parce que si Donald Trump veut non pas envahir, enfin s'il envahit, c'est la fin de l'OTAN. Mais s'il veut mettre des droits de douane, par exemple, pour obliger sur les produits danois, pour obliger à lâcher, le Danemark fait partie du marché unique européen. Et donc, ça veut dire que c'est une guerre commerciale à outrance avec l'Union européenne. Heureusement, c'est une telle folie que j'imagine les conseillers de Trump vont lui dire d'arrêter de dire n'importe quoi. On part du Groenland, regardez ce port, on prend le bateau et on repasse par le canal du Panama. Vous allez écouter Donald Trump hier. Alors bien évidemment, il y a l'enjeu économique, stratégique, mais l'expansion américaine aujourd'hui porte un nom. Écoutez le président américain. Nous allons changer le nom du golfe du Mexique en golfe de l'Amérique, ce qui sonne bien et couvre beaucoup de territoires. Le golfe de l'Amérique, quel joli nom. Malcolm, il ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête jamais, mais pour moi, ce sont en fait les premiers jalons d'un grand plan mis sur 4 ans. Il faut quand même se projeter en 2026 et en 2028. Les États-Unis vont accueillir la Coupe du Monde en 2026 avec le Canada et le Mexique, et je pense que Trump veut placer les États-Unis comme le pays fort de ce trio. En 2028, on aura également les JO, donc sur le plan international, Trump veut montrer que les États-Unis, ce n'est plus seulement ces 50 États, mais c'est vraiment un réel continent. Et donc, du nord au sud, on a cette expansion que Trump veut placer un peu dans un récit de conquête et d'expansion. On avait eu cette conquête de l'Est à l'Ouest avec la Disney Manifest durant le 19e, 20e siècle aux États-Unis. Et maintenant, là, on est au 21e siècle, on est sous Trump et on veut une expansion du nord au sud, du Canada au Mexique, en passant par le Groenland, avec le canal du Panama et ce nouveau golfe de l'Amérique que Trump souhaiterait instaurer. Pardonnez-moi de ce parallèle, mais on a un certain Vladimir Poutine qui veut retrouver la grande Russie qu'il n'a jamais connue. Est-ce que les États-Unis de Donald Trump s'est retrouvé la grande Amérique? Alors ça serait comme il a pu être quand on l'appelait le gardien du monde ou le gendarme du monde. C'est ça qu'il recherche? Ça serait vraiment retrouver un espèce de grand continent américain, et donc on pourrait vraiment parler de l'Amérique non plus comme les États-Unis, mais vraiment comme ce grand continent. Et donc il y a vraiment cette espèce de recherche de conquête. On ne va plus passer par l'Alaska vers le Canada pour aller vers l'Alaska. Le Canada sera partie intégrante des États-Unis, comme un 50e État. Alors, on a donné la parole tout à l'heure à une première ministre qui tentait, bien évidemment, de garder ces territoires. On va donner la parole au ministre des Affaires étrangères du Panama, qui lui aussi, plus que jamais, vous allez écouter d'ailleurs les mots, ils sont bien sentis, cela également, garder ce qui lui appartient. Je réitère ce que le président a déjà dit. La souveraineté de notre canal n'est pas négociable et fait partie de notre histoire de lutte et est une conquête irréversible. Les seules mains qui contrôlent le canal sont panaméennes et le resteront. Nous sommes un pays ouvert au dialogue aujourd'hui et demain,
aux investissements et aux bonnes relations, mais avec un mot d'ordre clair, la patrie passe avant tout. Yves Bourdillon, la patrie passe avant tout. C'est presque le même discours que Donald Trump, mais en essayant de sauvegarder son bien et son territoire. On a le droit d'être patriote, c'est d'ailleurs le cas de tous les pays du monde, donc il rappelle qu'ils existent. Et que c'est le cas de Donald Trump, aussi. Le crie, il le revendique. Le problème, c'est que Donald Trump, d'ailleurs, on le lui avait reproché quand il avait dit America First, c'est tout à fait légitime. C'était son premier mandat, et à vrai dire, on n'imagine pas un président français qui dirait Italy First. C'est tout à fait légitime. En revanche, quand ça devient America Alone, là, ça devient préoccupant. Or, il est passé d'un premier mandat où il incarnait finalement une tradition républicaine aux États-Unis depuis 2 siècles, isolationniste, à un deuxième mandat où il est isolationniste mais expansionniste. Ouais. Donc c'est un peu baroque, et là, ça devient dangereux. Alors, heureusement, il ne faut pas non plus tomber dans le piège et être dupe. Il est très probable que tout ce qu'il dit ne se fera pas. Que c'est juste des provocations pour, en gros, déstabiliser l'adversaire. C'est quelqu'un qui, Donald Trump, il vient chez vous prendre dîner, et il vous dit je vais te racheter ta maison à un bon prix, et puis j'aimerais bien épouser ta fille. Bon, mais en fait c'est pas ça. C'est une manière. Il vide le frigo en passant. Il vide voilà. Et il a d'autres plans en tête, qui est de vous déstabiliser pour obtenir quelque chose. Alors je ne sais pas ce qu'il espère obtenir ce faisant, parce que faut quand même voir que les États-Unis font partie d'une grande alliance où normalement on est censé avoir un peu de bienveillance et de respect de cette petite chose qui s'appelle le droit international. En revanche, il y a quand même un point qui est très préoccupant, c'est qu'en disant en gros il envoie un message, les frontières finalement, la souveraineté c'est pas très important, mais alors du coup Poutine en Ukraine, les gens vont pouvoir dire pourquoi vous enquiquinez Poutine en Ukraine, puisque Trump veut faire à peu près la même chose. Alors on écoutera, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a aussi une déclaration, ça concerne l'Ukraine, ça concerne la Russie. Vous allez voir qu'il y a quand même un reprochement, qu'on le veuille ou non, entre Donald Trump et Vladimir Poutine, justement sur ses désirs expansionnistes, et que l'Ukraine risque d'en faire les frais. Mais ça sera tout à l'heure. Magali, je voudrais tous aussi, si vous voulez, vous interroger sur cette sortie de Jean-Noël Barrot. C'est intéressant. Vous allez voir que les déclarations quasi quotidiennes de Trump, ses rêves expansionnistes commencent à inquiéter et surtout agacer. Alors, il y a bien évidemment les déclarations de Donald Trump, il y a bien évidemment les déclarations également du président auto-désigné, le président bis, un certain Elon Musk. Écoutez notre ministre, c'était ce matin. Si vous m'interrogez, je pense que les États-Unis envahiront le Groenland. La réponse est non. Est-ce que nous sommes entrés dans une époque qui voit le retour de la loi du plus fort? La réponse est oui. Alors, faut-il se laisser intimider? Faut-il se laisser gagner par l'inquiétude? Évidemment que non. Magali. Ce que dit Jean-Noël Barrot, évidemment, il a raison. Parce qu'on est rentré dans une nouvelle ère des relations internationales. On voit cette façon, ce chamboule-tout de Donald Trump qui arrive dans ce jeu et qui veut vraiment remettre à bas toutes les cartes. Évidemment que pour l'Union européenne, c'est un véritable problème, parce qu'en fait, je suis assez d'accord avec ce que disait Yves, c'est qu'en fait, il est en train de déstabiliser le monde pour essayer d'obtenir, toujours dans cette vision très transactionnelle des relations internationales, d'obtenir toujours davantage, la baisse des tarifs douaniers pour la baisse des tarifs douaniers pour les États-Unis. Qu'en fait, il menace finalement pratiquement de guerre, enfin d'invasion. Oui. Mais tout ça, c'est une tactique de négociation. Il vous met un énorme coup sur la tête pour que vous soyez complètement sonné en face, et derrière, pour essayer d'obtenir quelque chose dans cette négociation. Ça, c'est du Trump tout craché. Mais comme dit Jean-Noël Barrot, il est dans l'air du temps. Xi Jinping le fait pour la Chine, Poutine le fait, un autre, on pourrait penser à la Corée du Nord, il le fait aussi. Voilà, il y a ce rapport de force également qui est en train de gagner ce monde, Magali. La porte-parole du gouvernement, c'était le compte-rendu il y a quelques instants, parle sur ces annexions et ce recours à la force d'une forme d'impérialisme. C'est une forme d'impérialisme américain, oui, c'est sûr. Et pour l'Union européenne, c'est un véritable défi. Parce que on ne peut pas, comme le dit finalement Emmanuel Macron, il l'a encore dit devant les ambassadeurs, en gros, être
tellement naïf et nous imposer des règles que plus personne ne respecte. Donc, pour l'Union européenne, pour les Français, c'est un véritable défi. Comment on s'adapte à un discours comme ça, qui est vraiment basé sur la force, sur la menace, sur l'intimidation permanente? Comment est-ce que l'on fait alors que nous imposons des règles sur tout, des normes qui étouffent nos économies? Pour nous, c'est un véritable défi. Surtout qu'en plus, comme vous le disiez, il y a Elon Musk, cet international réactionnaire, comme le dit Emmanuel Macron, qui est en train de déstabiliser tous les scrutins en Europe. Là, ce soir, il y a quand même un rendez-vous. Elon Musk et la chef de l'AfD sur Twitter, qui va évidemment, sur X, qui va lui donner évidemment une aura absolument incroyable. Une résonance en pleine campagne. Mais on se posera la question, d'ailleurs, même pour nous, pour 2027, est-ce que les Américains et Elon Musk ne s'invitera pas dans la campagne au profit des partis d'extrême? La question maintenant, c'est comment réagissent les Européens? Parce que les Européens sont divisés, en fait, face à cette réponse. Quand on voit Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, qui va voir Donald Trump à Mar-a-Lago, qui multiplie les vidéos avec Elon Musk, on se dit que ça va être compliqué quand même d'avoir une unanimité européenne face à ces visées-là. Donc il y a quand même, Jean-Noël Barrot dit, il n'y a pas d'inquiétude, il y a une véritable inquiétude sur la façon dont les Européens vont pouvoir répondre à ce défi. Et je rappelle cette déclaration de la porte-parole du gouvernement, quand on lui pose la question sur ce que fait aujourd'hui et ce que veut le 47e président des États-Unis, elle dit c'est un retour à une forme d'impérialisme. Eh bien, on continue sur ce retour à une forme d'impérialisme. Merci, chère Laura, de nous avoir rejoints. Parce que le Canada sera le 51e État des États-Unis. Ainsi en a décidé Donald Trump. Il a même, dessiné une carte qu'il a postée sur ses réseaux sociaux. C'est clair, chère Laura. Et alors, avant de vous interroger sur le bien fondé peut-être des idées, que ce soit territoriales ou économiques, de Donald Trump, regardez ce tweet également posté par le Parti libéral canadien qui répond à Donald Trump. On peut peut-être même d'ailleurs les mettre en parallèle. Regardez, voilà, ça au moins c'est clair. C'est le parti du Premier ministre démissionnaire Justin Trudeau. Alors Laura, est-ce si incongru que cela, ce désir irrépressible de Donald Trump? En tout cas, il en rêve, il dessine, il est même devenu cartographe. Vous l'avez dit, Christophe, vous l'avez montré. Allez, je vous les remontre. Ces deux cartes, il en a publié deux sur son réseau social. Ah oui, vous en avez une de plus. Celle où les deux pays sont floqués tous les deux du drapeau américain, et puis celle où le Canada est fondu dans les États-Unis avec, regardez, cette couleur jaune qui envahit absolument tout. Ce n'est pas la première fois, notez, que Donald Trump s'empare visuellement du Canada. Il avait déjà fait le 3 décembre dernier en publiant, toujours sur Truth Social, cette image, lui qui surplombe une montagne, le drapeau canadien à ses côtés, tel un seigneur régnant sur son royaume. Et en parole aussi, puisqu'hier, dans sa conférence de presse, voici ce qu'il a répondu à un journaliste qui lui demandait s'il pourrait utiliser la force militaire pour annexer le Canada. On écoute. Non, la force économique. Parce que le Canada et les États-Unis, ce serait vraiment quelque chose. Vous vous débarrassez de cette ligne tracée et vous regardez à quoi cela ressemble. Ce serait aussi beaucoup mieux pour la sécurité nationale. N'oublions pas que nous protégeons essentiellement le Canada. Mais voici le problème avec le Canada. Il y a tellement d'amis là-bas. J'aime les Canadiens. Ils sont formidables. Nous dépensons des centaines de milliards par an pour prendre soin du Canada. Nous n'avons besoin de rien. Alors pourquoi perdons-nous 200 milliards de dollars par an, voire plus, pour protéger le Canada ? Eh bien oui, Laura. Et pourquoi pas? Alors ça donnerait quoi, concrètement? Le Canada et les États-Unis ensemble. Christophe, voilà ce que ça donne en termes de superficie. 19,5 millions de kilomètres carrés, ce qui en ferait le premier pays du monde devant la Russie. Et c'est 17 millions de kilomètres carrés. En termes économiques maintenant, les deux pays sont déjà très proches. En 2023, leurs échanges commerciaux ont frôlé les 1000 milliards de dollars, ce qui en fait une des relations les plus étroites au monde. Le Canada fournit ses ressources naturelles aux États-Unis. En 2023, par exemple, il a exporté vers son voisin pour 166 milliards de dollars de produits énergétiques, principalement du pétrole. Dans l'industrie automobile, évoquée par Trump hier en conférence de presse, les deux pays sont très complémentaires. La preuve, en 2023, les États-Unis ont exporté pour 85 milliards de dollars de véhicules et pièces détachées vers le Canada. Et le Canada en a exporté pour 83 milliards de dollars
vers les États-Unis, une presque égalité, vous voyez, une grande interdépendance. Mais ce sont aussi deux pays très différents. Ils n'ont pas le même système de gouvernance, un régime parlementaire au Canada, un régime présidentiel aux États-Unis. Pas le même système de santé, plus protecteur chez les Canadiens, et pas la même culture, le Canada étant partagé entre culture anglo-saxonne et culture francophone. Accessoirement, Laura, rassurez-moi, le Canada est bien occupé par des Canadiens. Alors, ils en pensent quoi, ces Canadiens? Qui n'ont pas l'intention de se laisser faire, Christophe. Le Premier ministre Justin Trudeau était ces derniers temps plutôt silencieux sur les provocations de Donald Trump, mais hier, il a réagi sur le réseau X, voyez. Jamais au grand jamais, le Canada fera partie des États-Unis. Les travailleurs et les communautés de nos deux pays bénéficient que l'on soit l'un pour l'autre le plus grand partenaire commercial et de sécurité. Je rappelle que Justin Trudeau est un Premier ministre démissionnaire depuis lundi et sa situation n'est peut-être pas étrangère aux provocations de Donald Trump. C'est ce que me confiait tout à l'heure le correspondant en France de Radio-Canada, Raphaël Bouvier-Auclair. Je vous le cite, « Beaucoup pense que Trump mène une tactique pour renégocier nos accords à son profit. En ce moment, le Canada se trouve dans une situation fragile, avec un Premier ministre sur le départ et on ne sait pas qui pour le remplacer. Nous allons être occupés par la politique intérieure pour plusieurs mois et lui arrive dans 2 semaines. Il veut profiter du flottement. »